Chaque matin, dès les premières lueurs pâles du jour, Claire Dubois replie son vieux duvet entre deux colonnes de béton près de la gare de Lyon. Le sol est froid, même en été, mais en novembre, il mord jusqu'à l'os. À 37 ans, Claire a appris à survivre dans un monde où elle est devenue invisible. 3 hivers déjà qu'elle s'efface dans les marges de la ville, après qu'une succession de drames personnels et professionnels l'a fait basculer d'un appartement lumineux à une existence de silence et de regards fuyants. Autrefois, professeure de littérature dans un lycée du 11e arrondissement, Claire parlait avec passion de Victor Hugo et de Marguerite Duras. Elle tenait ses élèves en haleine, les faisant rêver à travers les mots. Aujourd'hui, ce sont des extraits de ces mêmes auteurs qu'elle garde précieusement dans son sac à dos élimé, entre 2 pommes à moitié flétries et une bouteille d'eau à moitié pleine. Certains passants lèvent à peine les yeux quand ils marchent près d'elle, comme si sa présence n'était qu'un détail dérangeant dans le décor urbain. Claire ne mendie pas. Elle reste assise, le dos contre un mur, un livre entre les mains. Elle lit à voix basse parfois pour elle-même, pour ne pas oublier sa voix. Elle connaît les rythmes de la ville, le grondement des trains qui passent à quelques mètres, le bruit métallique des valises sur les pavés, les annonces en boucle dans les haut-parleurs. Elle a ses habitudes, ses petits repères. Elle évite les coins dangereux, connaît les rares toilettes ouvertes au public, les rares visages qui lui offrent un sourire sincère ou un croissant chaud sans poser de questions. Un homme en costume passe tous les mardis à la même heure. Il lui donne une pièce sans la regarder. Une vieille dame lui apporte parfois un sachet de thé. Mais dans l'ensemble, Claire traverse ses journées comme un fantôme, effacée par l'indifférence. Elle a cessé de chercher à comprendre pourquoi. Elle préfère lire. Le livre qu'elle relit en ce moment, c'est Notre-Dame de Paris. Les mots de Victor Hugo ont une résonance particulière pour elle. Quasimodo, l'être difforme que tout le monde rejette, lui rappelle ce que l'on devient aux yeux des autres quand on n'a plus d'adresse, plus de nom sur une boîte aux lettres. Un soir, alors que la nuit tombe plus tôt et que les lampadaires s'allument dans un frémissement électrique, Claire s'assoit sur son carton, son dos contre une vitrine fermée, un châle troué sur les épaules. Elle observe les gens qui passent, pressés, emmitouflés, chacun dans sa bulle. Elle n'attend rien. Mais ce soir-là, une étrange sensation lui serre la poitrine, comme un pressentiment sourd. Elle ignore encore que sa vie, si figée dans la répétition, est sur le point de basculer, que l'invisibilité à laquelle elle s'est résignée va être déchirée par le cri d'un enfant qu'elle ne connaît pas encore. Elle ferme les yeux un instant. Elle imagine qu'elle est assise dans une salle de classe, un tableau noir devant elle, des voix d'élèves autour. Puis, elle rouvre les yeux. Le sol est toujours dur, le froid toujours mordant, et la gare de Lyon, indifférente, continue de brasser ses marées humaines. Claire replie ses jambes contre elle, tourne une page de son livre et attend que la nuit passe. Le lendemain matin, un vent sec balaie les abords de la gare de Lyon. L'air est glacial, chargé d'humidité, et les passants pressent le pas, les cols remontés, les mains enfoncées dans les poches. Claire, quant à elle, s'est réveillée avant l'aube, comme souvent. Le sommeil, pour elle, n'est jamais profond, toujours fragmenté par les bruits de la rue, les klaxons, les pas trop lourds ou les voix égarées dans la nuit. Elle s'est installée derrière un vieux kiosque à journaux désaffectés, un endroit un peu à l'abri du vent, près des rails, avec une vue dégagée sur la sortie principale. Elle lit en silence, une couverture enroulée autour d'elle, son sac posé contre sa hanche. Les pages sont légèrement gondolées par l'humidité, mais ses doigts en connaissent chaque mot. Vers 8 heures, alors que la gare s'anime d'une foule compacte de voyageurs et de travailleurs en transit, un bruit inhabituel interrompt sa lecture. Un sanglot discret, étouffé, presque étranglé. Ce n'est pas un cri de sans-abri ni un râle d'adulte fatigué ou ivre. C'est un pleur d'enfant. Claire se fige. Le son vient de derrière le kiosque, à quelques pas. Elle se redresse, range son livre sans hâte, puis contourne lentement la structure. Au sol, entre un banc rouillé et un conteneur de livraison, recroquevillé contre une valise noire abandonnée, se trouve un petit garçon. Il ne doit pas avoir plus de 6 ans. Ses joues sont rouges, ses yeux gonflés par les larmes, et il tremble violemment. Il porte un manteau d'hiver trop fin pour la température mordante et une écharpe bleue, enroulée autour de son cou, contraste vivement avec ses vêtements sombres. Claire s'accroupit à quelques mètres de lui, doucement, sans geste brusque, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. L'enfant lève les yeux, effrayé, recule d'1 centimètre, mais ne fuit pas. Il semble trop fatigué,
trop gelé pour courir. Elle lui parle d'une voix calme, presque maternelle. Elle lui demande s'il est perdu, où sont ses parents, s'il s'est fait mal. Il ne répond pas tout de suite. Il fixe la ruelle derrière elle, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un. Puis il hoquette un mot à peine compréhensible. Louis. Claire répète ce nom à voix basse. Louis. Elle lui demande son nom de famille, mais il ne sait pas, ou ne veut pas répondre. Elle tente de lui faire dire d'où il vient, comment il est arrivé là. Rien. Seulement des sanglots de plus en plus faibles, une respiration rapide et irrégulière. Elle ôte sa propre couverture et la place sur les épaules du garçon. Le tissu est rugueux, usé, mais c'est toujours mieux que rien. Elle frotte ses bras pour le réchauffer un peu, puis se penche vers son visage pour vérifier s'il est blessé. Rien d'apparent, pas de sang, pas d'ecchymose. Le regard de l'enfant est inquiet, mais il commence à se détendre légèrement. Il ne semble pas voir en Claire une menace. Peut-être à cause de sa voix, ou parce qu'elle ne porte ni uniforme ni costume, mais des vêtements simples, des habits sans prétention, comme ceux qu'on ne regarde jamais. Elle lui tend une pomme qu'elle avait gardée pour elle, un fruit fripé mais encore comestible. Il hésite, puis mord dedans avec une voracité douloureuse à regarder. Il avait faim. Cela ne fait aucun doute. Claire regarde autour d'eux. Personne ne semble remarquer la scène. Des centaines de gens passent, absorbés par leur téléphone, leur conversation ou leurs pensées. Un enfant assis sur le béton, pleurant, ne fait pas partie de leur réalité. Elle pourrait appeler la police, mais elle hésite. Elle sait ce que cela implique. Les questions, les soupçons, les procédures. Et si le garçon était recherché? Et s'il avait fui quelque chose? Elle ne peut pas le laisser là, mais elle ne sait pas quoi faire exactement. Elle lui demande s'il a quelque chose dans ses poches, quelque chose qui pourrait indiquer qui il est. Louis regarde ses mains sales, puis cherche maladroitement dans son manteau. Claire l'aide. Dans la poche intérieure, elle sent quelque chose de rigide. Elle en tire une petite carte dorée, légèrement abîmée mais lisible. Le logo gravé dessus est familier, même pour elle. Une spirale argentée au centre d'un hexagone, avec en lettres capitales « Delacroix Industrie ». En dessous, un nom, Étienne Delacroix, et un numéro d'urgence. Claire fronce les sourcils. Delacroix Industrie est l'un des géants technologiques les plus influents d'Europe. Elle a vu le nom sur des panneaux publicitaires, dans des reportages. Étienne Delacroix est souvent mentionné dans les journaux économiques, présenté comme un entrepreneur visionnaire, fondateur d'un empire basé sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Que fait une carte à son nom dans la poche d'un petit garçon perdu à côté de la gare? Claire sent un frisson parcourir son dos. Elle montre la carte à Louis. Il hoche timidement la tête quand elle prononce le nom Delacroix. C'est donc bien lié. L'enfant a un lien avec cet homme. Peut-être est-ce son père ou un tuteur. Elle ne peut pas en être sûre, mais elle comprend qu'il faut agir. Elle regarde à nouveau autour d'elle, puis aperçoit un homme assis sur un banc, téléphone à la main. Elle s'approche de lui explique rapidement la situation, montre la carte. Il accepte, un peu surpris, de composer le numéro. Claire prend le téléphone, ses mains tremblent légèrement. La ligne sonne à peine 2 fois avant qu'une voix autoritaire ne réponde. Claire explique calmement, sans détails superflus, qu'elle a trouvé un enfant seul près de la gare, qu'il portait cette carte et qu'il dit s'appeler Louis. La voix ne pose presque aucune question. Elle lui demande l'emplacement exact, confirme qu'ils arrivent immédiatement. Puis la ligne coupe. Claire rend le téléphone, remercie l'homme, puis retourne auprès de Louis. Il a fini la pomme et regarde le ciel, les yeux plissés par la lumière pâle du matin. Elle replace la couverture sur ses épaules, le serre un peu contre elle. Quelque chose dans son cœur se serre, une sensation ancienne, oubliée, un besoin de protéger, de veiller. Elle ignore pourquoi elle réagit ainsi, pourquoi ce petit garçon provoque en elle une telle intensité. Mais elle ne bouge pas. Elle attend, le bras autour de lui, tandis que le bruit des voitures et des valises roule toujours autour d'eux. Le silence entre Claire et le petit Louis s'étire pendant plusieurs minutes. Elle sent son petit corps encore tremblant contre elle, et malgré la couverture usée qu'elle a posée sur ses épaules, le froid continue de le faire frissonner. Il ne pleure plus, mais son regard reste inquiet, guettant les alentours comme si chaque mouvement autour pouvait annoncer quelque chose de menaçant. Claire ne bouge pas. Elle attend. Son instinct lui dit de ne pas le brusquer, de ne pas poser davantage de questions pour le moment. Louis a l'air vidé, figé entre la peur et la fatigue.
Il semble tout simplement dépassé, comme si son jeune esprit n'arrivait plus à comprendre ce qui se passe autour de lui. Elle serre la couverture un peu plus autour de ses épaules, puis lentement replonge ses doigts dans les poches du manteau de l'enfant. Non pas pour fouiller, mais pour s'assurer qu'il n'y a rien d'oublié ou d'important. C'est là, dans la poche droite de sa veste intérieure, qu'elle sent quelque chose de dur et anguleux. Ce n'est pas la carte dorée qu'elle a déjà vue, mais un autre objet plus petit, plus lourd. Elle le retire doucement, en vérifiant que Louis ne s'y oppose pas, et observe ce qu'elle tient dans la main. Il s'agit d'un petit médaillon rectangulaire, noir et métallique, semblable à une clé de sécurité digitale ou à un badge d'accès. Il n'y a aucune inscription visible, à part un petit point rouge qui semble indiquer une lumière LED inactive. L'objet semble précieux, mais surtout, il ne ressemble en rien à quelque chose qu'un enfant porterait normalement sur lui. Claire le retourne entre ses doigts, mais ne parvient pas à comprendre son usage exact. Elle le range prudemment dans la couverture, près de l'enfant, notant mentalement qu'il faudra le signaler à quiconque viendra le chercher. Elle pense à la carte de visite dorée. Le logo de la Croix Industries reste imprimé dans son esprit. Elle se rappelle vaguement avoir lu un article sur cette entreprise et son fondateur, Étienne Delacroix. Un homme discret peu porté sur la presse People, mais omniprésent dans les sphères économiques. Elle n'imagine pas le lien entre lui et un garçon perdu en larmes dans une rue de Paris, et pourtant, tout semble converger vers cette réalité. Le nom, le numéro d'urgence, la carte. Il y a forcément un lien de parenté. Peut-être son fils. Claire jette un coup d'œil autour d'elle. Le banc à l'autre bout de la rue est vide désormais. L'homme qui lui avait prêté son téléphone est parti sans un mot. Le froid devient plus mordant à mesure que le soleil peine à traverser les nuages. Elle serre Louis contre elle, le berçant doucement. Il ne parle toujours pas. Ses yeux sont ouverts, mais lointains. Il fixe un point qu'elle ne peut voir. Elle sent que ce silence n'est pas de la timidité. C'est autre chose, quelque chose de plus profond, de plus grave. Une peur contenue. Soudain, elle entend un vrombissement grave au loin. Une voiture puissante, pas comme les autres. Elle tend l'oreille, et quelques secondes plus tard, une grande vanne noire, aux vitres teintées, ralentit au coin de la rue. Elle s'arrête net devant la bouche de métro, à une dizaine de mètres d'eux. Aucun logo, aucune plaque facilement visible. 3 hommes en costume sombre descendent presque immédiatement. Leur démarche est rapide, coordonnée, presque militaire. Ils scrutent les alentours avec méthode. L'un d'eux pointe Claire du doigt. Ils avancent. Claire se redresse, sur la défensive. Elle sent son cœur battre plus vite. L'un des hommes s'adresse à elle d'un ton sec, lui demandant si c'est bien elle qui a téléphoné au numéro d'urgence. Elle acquiesce, légèrement tendue. Les regards des hommes passent rapidement sur elle pour se fixer sur le garçon. Louis se crispe. Il se recroqueville contre elle, serrant la couverture d'une main et son bras de l'autre. Il ne pleure pas, mais son visage trahit une inquiétude brutale. Claire le remarque immédiatement. Les hommes, voyant cela, ralentissent leur approche. Celui qui semble être le chef s'agenouille à quelques pas, tendant la main vers Louis. Il l'appelle doucement par son prénom. Une seule fois, « Louis ». L'enfant le regarde, mais ne bouge pas. Il ne se lève pas, ne répond pas. Claire, toujours agenouillée, reste entre eux. Elle sent la tension dans l'air. Personne ne crie, mais tout est tendu, comme si chacun attendait un signal. Le regard du chef de la sécurité se pose sur Claire. Il incline légèrement la tête, avec une reconnaissance discrète. Il lui murmure un « merci », presque imperceptible. Il explique qu'ils ont été envoyés immédiatement après l'appel, qu'ils sont là pour ramener l'enfant. Claire, d'un ton posé, demande s'ils ont une preuve de leur identité. L'homme sort un badge officiel de Delacroix Industries qu'il lui montre sans agressivité. Elle hoche la tête, mais ne bouge toujours pas. Elle ne veut pas forcer Louis à quitter ses bras tant qu'il ne semble pas à l'aise. Le chef comprend. Il s'éloigne légèrement et parle dans un micro attaché à son oreille. Quelques secondes plus tard, une des portes arrière de la vanne s'ouvre. Un homme en sort, élégant en manteau noir long, écharpe grise autour du cou, démarche assurée. Son visage est connu. Claire le reconnaît immédiatement. C'est Étienne Delacroix. Il ne dit rien au début. Il s'approche lentement, les yeux fixés sur l'enfant. Louis lève les yeux. Il le voit. Il ne crie pas, ne court pas vers lui, ne manifeste pas une joie débordante comme on pourrait s'y attendre d'un enfant retrouvé. Au contraire, il reste figé. Étienne tend les bras. Louis hésite. Puis,
Lentement, il se lève et marche jusqu'à lui. Il entre dans ses bras, mais sans la spontanéité d'une retrouvaille passionnée. Il pose simplement la tête contre son torse. Pas un mot. Claire observe la scène. Quelque chose cloche. Le regard d'Étienne croise le sien. Il la remercie d'une voix basse, presque neutre. Il dit qu'il est soulagé, qu'il la remercie infiniment pour ce qu'elle a fait, mais il n'a pas l'air ému, pas d'effondrement, pas de panique soulagée, juste un calme troublant. Elle remarque aussi que ses mains ne serrent pas son fils très fort. Il le tient comme on tiendrait un objet fragile, sans trop savoir quoi en faire. Louis jette un regard vers Claire, long, silencieux. Elle comprend qu'il ne veut pas qu'elle parte. Elle sent son ventre se nouer. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle sait qu'il y a quelque chose de plus profond que ce qu'on lui dit. Étienne s'adresse à elle à nouveau. Il lui demande si elle accepterait de discuter un instant avec lui dans un café non loin. Juste quelques minutes pour lui exprimer sa gratitude. Claire hésite. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Mais le regard de Louis, toujours tourné vers elle, achève de la convaincre. Elle hoche lentement la tête. Elle suit Étienne de la Croix, le cœur serré, le sac contre elle, et sans savoir qu'elle vient de franchir une ligne invisible qui va tout bouleverser. Le pas de Claire était hésitant lorsqu'elle suivit Étienne de la Croix en direction du café situé de l'autre côté de la rue. Elle ne comprenait pas encore pourquoi cet homme puissant, connu dans toute la France pour ses innovations technologiques et ses entreprises à plusieurs milliards d'euros, s'intéressait à elle au point de lui proposer une conversation privée. Elle n'était qu'une femme sans abri, oubliée du système, vivant de peu, effacée du regard des autres. Pourtant, elle marchait maintenant aux côtés d'un homme dont la réputation s'étendait bien au-delà des frontières de Paris. Étienne portait Louis dans ses bras sans dire un mot. Le garçon restait calme, mais son regard s'attardait encore et encore sur Claire, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Le café était presque vide, la terrasse battue par le vent froid. À l'intérieur, la chaleur du radiateur apportait un répit bienvenu. Étienne s'installa à une table au fond, près de la fenêtre, et Claire s'assit en face, après avoir déposé son sac à ses pieds. Louis fut confié à l'un des gardes restés dehors, qui s'éloigna de la vitre mais resta dans le champ de vision. Étienne posa son manteau sur le dossier de sa chaise, commanda 2 cafés et croisa les mains sur la table. Il l'observait sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Claire resta silencieuse, ses doigts enroulés autour de la tasse chaude qu'on lui avait apportée. Elle était sur ses gardes. Étienne prit la parole d'une voix posée, presque clinique. Il la remercia encore une fois, cette fois en précisant que son geste avait peut-être sauvé la vie de Louis. Il expliqua que le garçon s'était échappé d'un véhicule sécurisé, probablement en ouvrant la porte durant un embouteillage, et s'était perdu. Il parla de failles dans la surveillance, de négligence, mais son ton était plus technique que paternel. Claire écoutait, mais ce qu'elle retenait surtout, c'était le décalage entre ses mots et son attitude. Elle demanda pourquoi il ne semblait pas plus affecté par ce qui venait de se passer. Étienne haussa les épaules légèrement, précisant que la gestion des émotions n'avait jamais été son fort. Il était un homme de logique, de solutions concrètes, de protocole, pas de démonstration. Mais il répéta qu'il était sincèrement reconnaissant. Et c'est alors qu'il fit sa proposition. Il ne voulait pas simplement lui donner de l'argent ou lui proposer un hébergement temporaire. Non, il voulait qu'elle vienne vivre chez lui, à Neuilly-sur-Seine, pendant quelques jours pour s'occuper de Louis. Claire crut d'abord avoir mal entendu. Étienne justifia cela comme une forme de continuité rassurante pour l'enfant. Louis semblait s'être attaché à elle, et son comportement avec les agents de sécurité prouvait qu'il se sentait plus en sécurité à ses côtés qu'avec ses propres employés. Il avait besoin de stabilité, d'un visage familier, au moins pour quelques jours, pendant que les choses se stabilisaient. Claire refusa immédiatement. L'idée de pénétrer dans l'univers clos d'un homme aussi puissant, sans garantie, sans même comprendre la dynamique de cette famille, la mettait mal à l'aise. Mais Étienne ne sembla pas surpris par son hésitation. Il sortit alors un porte-document qu'il posa doucement sur la table. À l'intérieur, il y avait un contrat, déjà rédigé. Rémunération précise, conditions claires, logement privé, accès à certaines parties de la maison, repas inclus et une clause de non-divulgation. Tout semblait pensé, organisé, comme s'il avait anticipé ce moment. Claire le feuilleta rapidement. Tout était légalement en règle. Pourtant, c'était cette précision, cette anticipation qui éveilla son inquiétude.
Étienne semblait avoir planifié cette rencontre au-delà du raisonnable. Elle ferma le dossier, leva les yeux vers lui et demanda pourquoi elle, une parfaite inconnue, mériterait sa confiance pour rester auprès de son fils. Il lui répondit calmement qu'il n'était pas homme à se fier au hasard, mais qu'il savait reconnaître un instinct humain authentique quand il le voyait. Elle n'avait pas fui avec l'enfant. Elle n'avait rien exigé. Elle avait agi spontanément, sans attendre de récompense. Cela valait plus à ses yeux que n'importe quelle référence professionnelle. Il ajouta que Louis avait déjà parlé d'elle, durant le court trajet en voiture vers le café. Il avait dit qu'elle le faisait se sentir protégée. Claire sentit une pression étrange l'envahir. Ce n'était pas tant la proposition que le contexte autour d'elle qui la dérangeait. Étienne ne mentait pas ouvertement du moins, mais son comportement manquait d'une forme de transparence. Comme si certains éléments essentiels restaient volontairement flous. Louis revint dans le café, tiré par la main par l'un des agents. Il se dirigea sans hésiter vers Claire, grimpa sur la banquette à côté d'elle et posa sa tête contre son bras. C'était une proximité naturelle, presque familière. Claire le regarda puis leva les yeux vers Étienne. Elle vit dans son expression une lueur qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Pas de colère, pas de jalousie, mais une observation analytique, comme celle d'un homme qui évalue les réactions d'autrui pour mieux les anticiper. Il répéta une dernière fois que la décision lui appartenait. Si elle refusait, il comprendrait. Mais s'il y avait une part d'elle qui voulait offrir un abri à Louis, ne serait-ce que temporairement, alors il la conduirait chez lui dès ce soir. Claire baissa les yeux vers le garçon. Il la regardait maintenant, ses yeux grands ouverts, silencieux. Pas de supplication, mais une attente sincère, une confiance fragile suspendue à sa réponse. Elle savait que si elle refusait, elle risquait de ne plus jamais le revoir, et cette idée lui serra la gorge bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle acquiesça doucement, presque à contre-cœur, plus pour Louis que pour elle. Étienne ne sourit pas, mais se leva immédiatement, demandant à ses hommes de préparer le véhicule. Claire prit son sac, resserra son manteau et suivit le groupe en silence. Dans la rue, la vanne noire attendait toujours, moteur allumé. Alors qu'elle montait dans le véhicule, elle croisa le regard du chauffeur dans le rétroviseur. Aucune émotion. Tout semblait calibré, professionnel, contrôlé. Claire s'installa près de Louis, qui se blottit à nouveau contre elle. Étienne, assis en face, sortit son téléphone et commença à envoyer des messages, déjà absorbé par autre chose. Le trajet fut silencieux. Claire regardait défiler les rues de Paris, ses pensées enchevêtrées entre la peur et la curiosité. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait dans cette maison, mais elle savait déjà que sa vie venait de basculer une seconde fois. La façade de la demeure se détache des autres immeubles parisiens. Grande, rectiligne et soigneusement tamisée, elle se dresse à Neuilly-sur-Seine, dans un quartier résidentiel huppé, non loin du bois de Boulogne. Pour la première fois depuis bien longtemps, Claire Dubois franchit un portillon automatisé et reçoit l'œil discret d'une caméra de surveillance. Le silence du lieu est pesant. Il y a peu de végétation visible, juste quelques plantes soigneusement taillées, et l'endroit respire un luxe froid, impénétrable. Louis reste contre elle, serrant la couverture qu'elle a emportée, comme un talisman. Claire réalise à quel point elle est étrangère à ce décor. Ses vêtements usés semblent discordants dans ce monde, empreints d'ordre et de retenue. À l'intérieur, un homme ouvre la porte, un sourire professionnel, mais froid. Il salue Claire, lui indique le hall d'entrée, puis s'efface. Le couloir est large, recouvert d'un tapis couleur anthracite. Les murs sont peints d'un gris clair, des luminaires à LED diffusent une lumière homogène. Tout semble optimisé pour la fonctionnalité, plus que pour l'expression d'un lieu de vie. Claire ressent une petite montée d'anxiété. Ce ne sont pas les poutres apparentes ni les boiseries qui lui ont manqué dans la rue. Ce qui lui manque, c'est la spontanéité, l'atmosphère vibrante d'un lieu habité par des personnes attachées les unes aux autres. Elle se rend compte que la maison pourrait être une boutique de luxe autant qu'un foyer. Louis traverse le hall sans un mot, tiré par l'homme aux épaules larges, un garde du corps. Il ne lâche pas la main de Claire jusqu'à ce qu'une autre femme, peut-être une gouvernante, vienne chercher l'enfant, mais sans brusquerie. Elle sourit à Claire, lui propose de la conduire à son hébergement pour la durée de son séjour. Claire suit. Elles montent un escalier en bois sombre, sans trace d'usure humaine, ni griffure, ni marque, rien. Tout est neuf, ou entretenu dans un état impeccable. La femme l'emmène vers une chambre que Claire reconnaît immédiatement comme lui étant prêtée,
Lit simple mais confortable, fenêtres larges donnant sur une cour interne calme, décor minimaliste premium. Sur une table de chevet, un livre de développement personnel et une lampe design. Claire prend place, pose son sac à dos, observe la pièce. Tout est trop propre pour être familier. Elle se demande combien de jours elle passera ici, et surtout pourquoi elle. Dans les jours qui suivent, Claire alterne entre moments avec Louis et temps d'observation. Le garçon lui confie peu de choses, mais petit à petit, il s'abandonne. Il ne pose pas les questions que Claire s'attendait entendre. Il ne lui dit pas « Papa, pourquoi ici ?» Il dit simplement qu'il n'aime pas rester seul. Il s'endort sur son canapé, blotti contre Claire, dans une pièce aménagée pour eux deux. Claire remarque que le canapé est adapté à un enfant, mais très loin des sofas qu'elle avait connus dans les classes de lycée. Ces objets usés où glissait parfois un élève endormi. Rien n'est lisse ou anodin ici. Tout est façonné, calibré. Un soir, elle observe Louis dans sa chambre, lit ouvert sur les genoux, puis l'appelle pour lui dire qu'il est temps de dormir. Il pose le livre, la regarde. Il semble hésiter. Il déclare qu'il a peur du bruit qu'il entend lorsque son père n'est pas là. Claire fronce les sourcils. Elle n'avait pas perçu de bruit jusqu'alors. Elle demande ce qu'il entend. Il hésite un instant, puis murmure « Des voix dans les murs ». Claire retient son souffle. Elle se lève, va vers la fenêtre, lève les rideaux, vue sur une cour silencieuse, sans rideaux animés, sans feuilles qui bougent. Ici, la nuit ne respire pas. Elle revient vers lui. Il serre la couverture autour de lui. Elle le berce. Il dit que quand il se réveille, personne ne vient chez son père, mais on entend des pas, des bruits d'ordinateur, de machines. Claire l'écoute, son cœur bat fort. Elle ne croit pas aux fantômes, mais elle commence à percevoir une réalité. L'enfant ne ment pas. Il affirme ce qu'il entend. Le lendemain, Claire se rend dans une autre aile de la maison pour aider Louis à choisir ses vêtements. Elle traverse des couloirs peu fréquentés, observe des pièces fermées. Une salle de surveillance, avec des écrans éteints, un bureau aux parois vitrées et stores baissés, des portes blindées. À chaque poignée qu'elle franchit, elle sent la présence silencieuse d'un pouvoir incompréhensible. En classe, elle avait enseigné la poésie, les livres, l'humanité. Ici, tout est rationnel, utilitaire, stratégique. Elle compare un instant sa vie précédente à cette maison. Dans une salle de classe, elle pouvait entendre un rire, voir un dessin, sentir un élève bouger sur sa chaise. Ici, chaque mouvement est calculé. Le garçon lui pose une question. « Pourquoi on ferme les stores quand je suis là ?» Claire ne sait pas répondre. Elle observe une vitre sans rideau, un reflet d'elle-même fatiguée mais attentive. Elle comprend que certains secrets sont gardés derrière ces vitres. Un matin, elle entend des discussions dans le couloir, voix basse entre deux hommes en costume. Elle s'approche, mais s'arrête à bonne distance. Elle n'entend pas tous les mots, mais deux s'échappent. Test, protocole, sécurité. Elle recule, elle demeure. Elle remet en question sa décision d'être ici. Que fait vraiment cette famille? Et pourquoi l'enfant semble parfois se détourner du père pour venir vers elle? Le petit Louis a commencé à lui confier ses peurs. « Ça ne veut pas qu'on me prenne. J'ai dit à quelqu'un que j'allais rester avec vous. » Claire sent un lien se tisser, une responsabilité lourde. Ce dont elle ne s'était pas rendu compte, c'est qu'en acceptant de venir, elle signait un engagement plus profond que prévu. Puis une nuit, la tension monte. Un bruit sourd provenant du rez-de-chaussée la réveille. Elle se lève, descend silencieusement les escaliers. Les couloirs sont dans l'obscurité. Elle entend un cliquetis, une porte qui s'ouvre, puis des pas rapides. Elle s'avance jusqu'à un couloir où elle aperçoit les silhouettes de deux agents, accompagnés d'un homme qu'elle reconnaît. Étienne Delacroix. Leur voix est ferme, mais basse. Elle reste cachée derrière une colonne. Ils parlent du garçon, d'un déplacement imminent, d'un départ vers l'étranger. Le cœur de Claire se serre. Elle comprend que l'enfant peut être déplacé sans qu'elle soit vraiment informée. Elle part, revient précipitamment vers sa chambre, cherche le livre qu'il lit, mais la chambre est vide. Louis n'est pas là. Tout est verrouillé. Elle court vers l'antenne de la caméra, tente de l'ouvrir. Elle s'interroge. Est-ce une maison ou un bunker qui abrite un enfant sous contrôle? La réalité s'impose à elle. Tout est trop contrôlé, tout est trop propre. Elle aimait la liberté d'un livre sur un banc froid à la gare, plus que cette vie réglée par des protocoles sécuritaires. Elle sait qu'elle doit agir, mais ne sait pas encore comment. Elle serre le sac sur son épaule
et sent que le moment de la vérité approche. Entourée par le luxe, mais isolée par l'architecture, elle réalise que la maison des Delacroix lui offre un abri, certes, mais aussi un piège. Le garçon à ses côtés, les secrets autour d'eux, elle vient de pénétrer un monde qu'elle ne comprenait pas. Un monde qui ne ressemble en rien à celui qu'elle avait quitté. Et pourtant, elle se sent étrangement partie prenante. Le vent sifflait doucement entre les volets semi-ouverts de la chambre que l'on avait attribuée à Claire, tandis que la pluie battait doucement les vitres dans une cadence irrégulière. Il était environ 3 heures du matin. Le silence pesait dans l'immense demeure des Delacroix, un silence trop absolu pour être rassurant. Claire s'était endormie tard après avoir passé une bonne partie de la soirée à rassurer Louis, qui avait eu une nouvelle crise de panique. Il avait refusé de dormir seul, même avec la lumière du couloir allumée, et avait finalement trouvé le sommeil dans le petit canapé de la chambre de Claire, enroulé dans sa couverture, serrant contre lui un vieux livre de contes que Claire lui avait lu à voix basse. Elle l'avait regardé s'endormir, se disant qu'elle veillerait à ce qu'il se sente en sécurité, peu importe ce que cela lui coûterait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit, la tranquillité apparente allait se rompre de manière brutale. Elle fut réveillée par un bruit sec, comme un claquement rapide suivi d'un craquement étouffé. Elle se redressa d'un coup. Le lit de fortune installé dans le coin était vide. Elle se leva aussitôt, encore engourdie par le sommeil. La couverture de Louis était posée au sol. Le livre de contes avait glissé sous le canapé. Un détail glaçant lui traversa l'esprit. Aucun son ne venait de l'extérieur du couloir, pas même le ronronnement habituel des systèmes de surveillance. Quelque chose clochait. Elle se précipita vers la porte, l'ouvrit et constata que les lumières du couloir étaient éteintes. D'ordinaire, les lampes s'allumaient automatiquement au moindre mouvement. Elle fit quelques pas et remarqua que même les caméras, d'ordinaire parfaitement visibles à l'angle des plafonds, affichaient un voyant rouge clignotant très lentement, signe que le système était désactivé. Le couloir semblait plus long, plus étouffant dans l'obscurité. Claire se dirigea immédiatement vers la chambre de Louis. Elle toqua doucement. Pas de réponse. Elle entra. Le lit était vide, la pièce impeccable. Aucun signe d'agitation ou de présence récente. Elle sentit une angoisse froide lui monter à la gorge. Louis n'était pas du genre à se lever seul, encore moins au beau milieu de la nuit. Il avait peur du noir. Il n'osait pas aller aux toilettes sans qu'on l'accompagne. Alors pourquoi avait-il quitté sa chambre? Et comment les systèmes de sécurité, censés surveiller en permanence tous les accès, avaient-ils pu être désactivés? Elle descendit rapidement les escaliers menant à l'étage principal, appelant doucement le prénom de Louis, tout en jetant des coups d'œil nerveux à chaque porte fermée. Personne ne répondait. Pas un garde, pas un bruit de pas. À ce moment précis, elle prit conscience d'un détail terrifiant. Les alarmes de nuit, toujours activées à partir de 23 heures, avaient été volontairement mises hors service. Quelqu'un avait désarmé tout le système de sécurité. Et cela signifiait une chose. Quelqu'un à l'intérieur de la maison voulait que cette disparition passe inaperçue, ou qu'elle soit découverte trop tard. Paniquée, Claire retourna sur ses pas, traversa le couloir qui menait à la bibliothèque. La porte, habituellement verrouillée, était entrebâillée. Elle entra sans réfléchir. Une faible lumière provenait d'une lampe oubliée allumée sur le bureau central. Les étagères alignées jusqu'au plafond projetaient des ombres démesurées. Elle appela encore une fois le prénom de Louis. Un bruit se fit entendre. Elle se retourna brusquement, le cœur battant, mais ce n'était qu'un livre qui était tombé au sol. Claire s'agenouilla pour le ramasser, et c'est là qu'elle entendit un sanglot étouffé. Pas un bruit quelconque, mais une respiration rapide, une panique enfantine, le genre que seuls les parents ou ceux qui aiment sincèrement un enfant reconnaissent immédiatement. Elle suivit le bruit, passant derrière une armoire légèrement décalée, jusqu'à une porte basse camouflée dans le mur, qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle poussa doucement. Un escalier en colimaçon descendait dans une obscurité complète. Sans réfléchir, elle alluma la lampe de son téléphone et descendit les marches une à une avec précaution. Au bas de l'escalier, elle découvrit une pièce isolée, presque nue. Au fond, recroquevillé contre un mur, se trouvait Louis, les bras enroulés autour de ses genoux, le visage ravagé par les larmes. Il sursauta en la voyant, puis tendit immédiatement les bras vers elle. Claire le serra contre elle, cherchant à comprendre ce qui avait bien pu l'amener ici. Il balbutia des mots qu'elle ne comprenait pas tous. Il parlait de voix,
de personnes discutant juste au-dessus de cette pièce. Il disait avoir entendu son nom, plusieurs fois, et celui de son père. Des voix d'hommes, certaines en colère, d'autres inquiètes. Il avait paniqué, était sorti de la chambre, avait erré dans les couloirs, puis s'était réfugié là, pensant qu'on ne le trouverait pas. Claire ne doutait pas de ses paroles. Le garçon était terrifié. Ce n'était pas un caprice. Il avait clairement entendu une conversation qu'il n'aurait pas dû surprendre. Elle se redressa, observant plus attentivement la pièce. Ce n'était pas une cave, c'était un ancien espace de stockage reconverti. Il y avait des dossiers empilés dans une armoire métallique, des câbles courant le long des murs, et une porte blindée sur le côté, verrouillée électroniquement. Claire comprit qu'elle se trouvait dans une zone de la maison conçue pour n'être ni vue ni connue des visiteurs ordinaires. Un endroit gardé hors du champ des caméras, isolé. Et c'est ici par hasard que l'enfant s'était réfugié. Ou peut-être pas par hasard. Peut-être avait-il été conduit ici, puis laissé dans l'espoir qu'on le croie fugué. Elle le reprit dans ses bras, remonta avec lui, essayant de rester discrète, bien que son cœur battait trop fort. De retour dans sa chambre, elle verrouilla la porte, éteignit les lumières et resta éveillée à côté de lui jusqu'à l'aube. Quand les bruits de la maison reprirent, avec les pas des employés et le retour des routines quotidiennes, elle fit comme si rien ne s'était passé. Mais elle savait. Quelque chose dans cette maison n'allait pas. Quelque chose où quelqu'un menaçait cet enfant. Et désormais, elle était bien décidée à découvrir quoi. Parce que si elle avait d'abord accepté de rester par gratitude, elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus partir. Pas tant qu'elle ne serait pas sûre que Louis est en sécurité. Pas tant que la vérité, toute la vérité, ne serait pas mise au jour. Les jours qui suivirent la nuit de la disparition de Louis furent marqués par une tension sourde. Étienne Delacroix, bien que présent physiquement, paraissait distant, absorbé dans des appels téléphoniques constants, des réunions à huis clos et des allées et venues de collaborateurs qui, pour la plupart, ne regardaient jamais Claire dans les yeux. Louis, de son côté, devenait plus silencieux, plus collé à elle. Il refusait de rester seul dans une pièce, s'accrochait à sa main et ne disait rien de ce qu'il avait entendu cette nuit-là dans la pièce du sous-sol. Claire, bien qu'épuisée, décida qu'elle ne pouvait plus ignorer les signes. Il fallait comprendre ce qui se passait dans cette maison. Un après-midi, alors que Louis faisait la sieste dans la chambre d'amis et que les employés semblaient occupés ailleurs, Claire retourna discrètement dans la bibliothèque. Elle y avait repensé chaque nuit, depuis qu'elle avait trouvé le garçon dans cette pièce cachée. Elle se souvenait de l'armoire métallique à demi visible à travers l'ombre projetée par les rayonnages. Elle savait que c'était risqué, mais l'idée de ne rien faire lui paraissait désormais plus dangereuse que d'enfreindre les règles implicites de la maison. Elle entra, ferma la porte derrière elle et s'approcha de l'armoire, cette fois à la lumière du jour. Le meuble était verrouillé par une serrure à combinaison numérique, mais la porte était légèrement mal fermée. Un oubli inhabituel dans une maison où tout semblait réglé au millimètre. Claire l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des classeurs, des dossiers et des documents répartis dans des chemises numérotées, des notes manuscrites, des rapports médicaux, des lettres administratives. Tout était ordonné par date, certaines feuilles portant le sceau de clinique privée, d'autres des en-têtes de cabinets d'avocats. Elle sortit l'un des dossiers, au hasard, puis un autre. Le troisième attira immédiatement son attention. Il portait le nom de Louis, en lettres capitales, sans autre nom de famille. Elle ouvrit le dossier, et ce qu'elle découvrit la glaça. Les premières pages contenaient des rapports psychologiques, des comptes rendus de consultation avec des pédiatres spécialisés dans les troubles de l'attachement, des recommandations de traitement. On y parlait d'anxiété sévère, de comportements régressifs, de troubles du sommeil liés à des épisodes de stress intense. Chaque note décrivait un enfant en souffrance, mais aucune ne mentionnait une mère, ni même un antécédent familial maternel. Plus elle lisait, plus elle sentait une incohérence. Tout semblait centré sur la perception médicale de l'enfant, mais jamais sur ses origines réelles. Au fond du dossier, glissé entre deux feuilles, Claire découvrit une photo, en noir et blanc, un cliché légèrement froissé, visiblement ancien. Il représentait une femme debout dans un jardin, un enfant dans les bras. Le visage du bébé était flou, mais le regard de la femme, lui, transperçait l'image. Claire sentit son cœur s'arrêter une seconde. Cette femme, elle lui ressemblait. Trop pour que ce soit une coïncidence. Elle retourna la photo, cherchant une date,
Un nom, une indication. Rien. Mais la partie droite de la photo avait été déchirée. La main qui tenait l'enfant disparaissait dans cette lacune, comme si on avait voulu volontairement effacer quelque chose, ou quelqu'un. Elle reposa la photo, les mains tremblantes. Les questions se bousculaient dans sa tête. Qui était cette femme? Une parente? Une sœur? Était-ce sa propre image, plus jeune? Non, elle ne se souvenait pas de ce moment, mais quelque chose d'intime dans la posture, la forme du visage, l'expression, la glaçait. Elle referma le dossier, rangea tout à sa place, remit l'armoire dans son état d'origine, puis quitta la pièce. Elle devait en savoir plus. Elle devait chercher dans ses propres souvenirs, revenir en arrière. Ce soir-là, après le dîner, alors que Louis jouait calmement dans un coin du salon avec un puzzle en bois, Claire s'installa en face d'Étienne. Elle le regarda longuement. Puis, d'un ton neutre, elle lui demanda s'il connaissait cette femme, tendant la photo qu'elle avait subtilisée. Le regard d'Étienne se durcit, mais il resta silencieux quelques secondes. Puis il déclara que cette photo n'aurait jamais dû être entre ses mains. Claire insista. Elle voulait savoir qui elle était. Il répondit que ce n'était pas important, que ce qui comptait, c'était que Louis aille bien. Mais son ton n'était plus calme. Il était sec, presque agressif. Il exigea qu'elle rende la photo. Elle refusa. Claire se leva, prit Louis par la main et le conduisit dans sa chambre. Elle le borda en silence, l'embrassa sur le front, puis retourna dans la sienne. Elle verrouilla la porte. Elle savait désormais qu'il y avait une vérité plus vaste, enfouie, volontairement camouflée. Elle se remémora son enfance, cherchant un souvenir, une trace, une faille dans sa mémoire. Et quelque chose surgit enfin, un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des décennies. Élise, une sœur, une jumelle, disparue. Ce nom, elle l'avait enfoui avec les années. Après une séparation imposée par des circonstances troubles, après l'adoption de l'une, le départ de l'autre, les années passées sans nouvelles. Claire, dans son errance, n'avait jamais cherché à reconnecter avec son passé. Trop de douleurs, trop de souvenirs tronqués. Mais cette photo, cette femme pourrait être Élise, et cet enfant dans ses bras, Louis. Ce serait possible. Ce serait même la seule explication logique à l'instinct maternel qui l'avait lié à lui depuis leur première rencontre. Claire resta assise jusqu'au petit matin, les yeux fixés sur la photo, ses pensées en désordre. Si Louis était bien le fils de sa sœur disparue, alors elle n'était pas seulement une inconnue bienveillante dans sa vie. Elle était sa tante. Et Étienne Delacroix le savait depuis le début. La question restait entière. Pourquoi avait-il tout fait pour cacher cette vérité? Et jusqu'où était-il prêt à aller pour que cela ne soit jamais révélé? Claire n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit entière à essayer de démêler les fils de ce qui, désormais, ne ressemblait plus à une simple coïncidence. La photo qu'elle avait trouvée dans le dossier, l'étrange ressemblance avec cette femme, les dossiers médicaux soigneusement archivés et surtout l'attitude défensive et presque menaçante d'Étienne lorsqu'elle l'avait interrogé, tout convergeait vers une vérité que l'on cherchait à lui cacher depuis le début. Le visage d'Élise, sa sœur jumelle, disparue depuis plus de 20 ans, hantait maintenant chacun de ses souvenirs. Ce visage si proche du sien, celui qu'elle avait effacé de sa mémoire pour ne plus souffrir d'une séparation qu'elle n'avait jamais pu comprendre. Cette femme sur la photo n'était pas une étrangère. Elle en était certaine. C'était sa sœur. Et Louis, cet enfant fragile, silencieux, que la vie avait déposé dans ses bras par un caprice du destin, était son neveu. Le matin suivant, elle décida qu'il était temps de confronter Étienne. Elle attendit que Louis soit absorbé dans une activité supervisée par l'une des gouvernantes, puis elle se rendit directement dans le bureau principal de la maison, à l'étage. La pièce, qu'elle avait rarement vue ouverte, était vaste, minimaliste et sombre. Une bibliothèque sobre couvrait un pan entier du mur. Un bureau en verre trônait au centre, avec un écran d'ordinateur et quelques dossiers posés avec soin. Étienne s'y trouvait déjà, téléphone à l'oreille. Mais dès qu'il la vit entrer, il écourta l'appel et la fixa sans mot dire. Claire ferma la porte derrière elle, puis s'avança, tenant la photo dans une main et, dans l'autre, une copie des pages qu'elle avait discrètement photographiées la veille. Elle déposa les documents sur le bureau, lentement, sans le quitter des yeux. Étienne les regarda, impassible, puis redressa le menton. Elle attendit quelques secondes, espérant une réaction, un soupir, un mot, mais il ne dit rien.
Alors elle parla. Elle lui dit qu'elle savait, que cette femme sur la photo, c'était Élise Dubois, sa sœur jumelle, disparue à l'âge de 17 ans après une série d'événements familiaux tragiques, dont Claire elle-même ne gardait que des souvenirs fragmentés. Elle dit qu'elle avait toujours cru qu'Élise avait coupé les ponts volontairement, qu'elle avait voulu effacer son passé. Mais maintenant, en voyant Louis, en voyant cette photo, elle comprenait que ce n'était pas le cas. Élise avait eu un fils, Louis, et Étienne le savait depuis toujours. Elle lui demanda où était sa sœur, ce qui lui était arrivé, pourquoi il n'avait jamais mentionné son existence, pourquoi il avait choisi de cacher cette vérité à Louis, et pourquoi il avait voulu que Claire entre dans leur vie sans lui dire la vérité. Étienne l'écouta en silence, son regard dur. Quand elle eut terminé, il se leva lentement et contourna son bureau, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Il dit que cette conversation était inutile, que ce qui importait, c'était la sécurité de Louis, que le passé n'avait aucune importance dans la situation actuelle. Il ajouta que Claire n'avait aucun droit légal, ni sur lui, ni sur les décisions prises dans cette maison. Elle n'était qu'une invitée, une présence temporaire, une anomalie dans un environnement parfaitement contrôlé, et qu'elle avait franchi une limite en fouillant dans des dossiers qui ne lui appartenaient pas. Claire ne recula pas. Elle lui répondit qu'elle n'était plus simplement une invitée, que Louis avait trouvé en elle une figure de confiance, qu'il s'attachait à elle comme à une ancre dans un océan d'angoisse, et qu'elle avait désormais la responsabilité morale, sinon légale, de le protéger. Elle dit qu'elle ne partirait pas sans comprendre ce qui était arrivé à sa sœur, et que s'il persistait à nier la vérité, elle chercherait des réponses ailleurs. Étienne la regarda longuement, puis, d'un geste lent, il prit les papiers sur le bureau, les plia méthodiquement et les rangea dans un tiroir qu'il verrouilla sans un mot. Il appela ensuite, via un interphone, 2 agents de sécurité qui arrivèrent en moins d'1 minute. Il leur ordonna calmement de restreindre les déplacements de Claire dans la maison. Elle ne devait plus avoir accès au bureau, à la bibliothèque, ni à aucune pièce non essentielle. Elle serait désormais cantonnée à sa chambre et aux espaces de vie partagés avec Louis, uniquement sous surveillance. Les agents ne se montrèrent ni violents ni brusques, mais leur présence, leur silence et leur posture étaient sans équivoque. Claire les suivit sans résister, mais elle comprit, en quittant le bureau, que la situation venait de basculer. Étienne ne la considérait plus comme une bienfaitrice, ni même comme une présence utile. Elle était désormais une menace, une faille dans son système, une personne à contenir. Ce qui frappa Claire plus que la brutalité du changement, c'était l'absence totale d'émotion dans les yeux d'Étienne. Pas de colère, pas de peur, pas de regret, seulement du contrôle, du calcul. Comme si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste et qu'elle venait d'en franchir les limites tolérables. De retour dans sa chambre, elle trouva Louis assis sur le lit, l'air inquiet. Il avait compris que quelque chose s'était passé. Il lui demanda si elle allait partir. Elle répondit que non, qu'elle était là pour lui, qu'elle ne l'abandonnerait pas. Il hocha la tête, puis se blottit contre elle. Claire sentit alors que malgré tout, malgré les murs, les gardes et les mensonges, elle n'était pas seule dans cette maison. Elle savait que sa position était précaire. Mais elle savait aussi que Louis méritait mieux que des secrets et du silence. Elle ne savait pas encore comment elle ferait, mais elle savait qu'elle devait sortir la vérité de l'ombre. Pour sa sœur, pour elle-même, et surtout pour cet enfant à qui on avait volé une histoire, une famille, une identité. Les jours suivants furent un lent étouffement. Depuis sa confrontation avec Étienne Delacroix, Claire se voyait désormais traitée comme une intruse dans la maison. Ses déplacements étaient restreints à un nombre limité de pièces. Elle était constamment accompagnée par l'un des agents de sécurité et Louis, bien que toujours autorisé à passer du temps avec elle, semblait également surveillé de plus près. L'atmosphère avait changé. Le silence dans la maison n'était plus celui d'un lieu feutré, mais celui d'une tension permanente, d'un contrôle omniprésent. Claire n'avait plus accès à la bibliothèque, ni au bureau. Son téléphone personnel, qu'elle utilisait rarement, avait disparu un matin sans explication. Elle savait que c'était une tentative d'isolation. On voulait la fatiguer, l'user, la faire plier. Mais elle avait connu pire. 3 années dans les rues de Paris lui avaient enseigné la patience et la résistance. Et plus encore, la promesse faite à Louis la tenait droite. Un après-midi, elle demanda à sortir avec Louis, prétextant le besoin d'une promenade dans le jardin intérieur. Les agents refusèrent sans détour, arguant que des mesures de sécurité supplémentaires avaient été mises en place.
Claire sentit la colère monter, mais elle se retint. Elle changea alors de stratégie. Elle se souvint d'un détail, l'adresse d'une clinique privée mentionnée dans le dossier médical de Louis qu'elle avait consulté clandestinement. Le nom du médecin y figurait. Elle le retint. Un jour, sous prétexte d'aller chercher un jouet oublié dans le salon, elle profita d'une absence momentanée de surveillance pour s'emparer d'un des téléphones laissés sur une table. Elle nota rapidement l'adresse de la clinique et quelques informations clés. Puis elle reposa l'appareil comme si de rien n'était. L'opportunité de s'échapper viendrait tôt ou tard, et elle serait prête. L'occasion arriva un matin de week-end, lorsque l'un des agents l'escorta jusqu'à un rendez-vous médical prétendument nécessaire pour Louis. Étienne était absent, retenu à Genève pour une conférence. L'agent qui l'accompagnait semblait nouveau, moins vigilant que les autres. Claire remarqua qu'il passait plus de temps sur son téléphone que sur elle. En arrivant à la clinique, elle feignit de se sentir mal. Elle prétexta une chute, une douleur dans la jambe. L'agent, visiblement embarrassé, demanda de l'aide à une infirmière pour obtenir un fauteuil roulant. Pendant le chaos, Claire se glissa dans un couloir adjacent et se rendit dans une aile secondaire de l'établissement. Elle connaissait le nom du médecin. Elle le trouva après quelques minutes sur la plaque d'une porte semi-ouverte. Elle entra. Le docteur, un homme dans la cinquantaine, leva la tête, surpris. Claire se présenta, ne mentionna pas Louis directement, mais aborda Élise Dubois. L'homme blêmit légèrement. Elle vit qu'il reconnaissait le nom. Il demanda d'où elle le tenait. Claire expliqua calmement, mais fermement, qu'elle était la sœur d'Élise, qu'elle savait que celle-ci avait disparu, et que Louis était son fils. Le docteur hésita. Il murmura qu'il ne pouvait pas parler sans autorisation. Mais Claire insista. Elle n'avait rien à perdre. Elle lui dit qu'elle ne cherchait pas à faire du mal, seulement à comprendre pourquoi un enfant vivait dans la peur, coupé de la vérité, et pourquoi tout était fait pour enterrer le passé. Finalement, le médecin céda. Il parla bas, les yeux fixés sur la porte. Il confirma qu'il avait traité Louis depuis sa naissance à la demande d'Étienne Delacroix. Il admit avoir connu Élise, brièvement, mais il ne savait pas ce qu'elle était devenue. Il dit seulement qu'elle était venue une fois à la clinique, épuisée, fragile, tenant un nouveau-né. Étienne l'avait accompagnée. Peu après, elle n'était jamais revenue. Et c'est Étienne qui avait tout pris en main. L'homme ajouta qu'il n'avait plus entendu parler d'elle et que son nom avait été effacé de presque tous les documents, sur ordre direct. Ce qu'il disait à mi-voix confirmait les soupçons de Claire. Étienne avait volontairement fait disparaître toute trace d'Élise. Pire, il avait fait passer Louis pour un enfant sans origine maternelle identifiée. Une stratégie délibérée, organisée, systématique. Avant qu'elle ne quitte la pièce, le médecin lui glissa une dernière information. Il lui dit qu'une ancienne assistante d'Étienne, Marie Salva, avait été très proche d'Élise durant les derniers mois de sa vie connue. Elle avait quitté brusquement son poste peu après la naissance de Louis. Et selon certaines rumeurs, elle avait tenté de contacter des journalistes. Claire nota le nom, le remercia et sortit précipitamment juste avant que l'agent ne la retrouve, visiblement agacée. Le soir même, une fois de retour dans la maison, elle attendit que tout soit calme. Elle resta éveillée, fixant le plafond, son esprit en ébullition. Elle avait un nouveau nom, une piste, une personne qui pourrait confirmer tout ce qu'elle soupçonnait. Elle savait que retrouver Marie Salva serait difficile, mais c'était son seul espoir de faire éclater la vérité. Les jours suivants, elle réussit à gagner la confiance d'une employée de maison plus jeune, à qui elle demanda discrètement d'envoyer une lettre. Elle lui confia une enveloppe avec une adresse de poste restante à son nom. Dans la lettre, elle avait écrit un simple message. « Je cherche la vérité sur Élise Dubois. Si vous êtes bien Marie Salva, aidez-moi. Claire Dubois. » Une semaine passa. Puis un matin, en sortant brièvement dans le jardin avec Louis, elle vit une femme qui l'attendait de l'autre côté de la grille. Petite, vêtue simplement, les cheveux attachés. Elle portait un sac usé en bandoulière. Claire la reconnut immédiatement, même sans l'avoir jamais vue auparavant. Elle s'approcha. La femme se présenta d'une voix basse. C'était bien Marie. Elle avait reçu la lettre, et elle savait tout. Dans un café à quelques rues, Marie lui raconta ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Élise était arrivée dans la vie d'Étienne comme une éclaircie. Elle travaillait dans un centre de traduction indépendant. Elle était brillante, passionnée. Mais peu à peu, leur relation s'était détériorée. Élise avait voulu garder son indépendance, avait refusé certains projets d'Étienne.
Elle s'était sentie piégée. Quand elle était tombée enceinte, elle avait voulu s'enfuir. Mais elle n'en avait pas eu le temps. Marie raconta qu'un soir, après une violente dispute entre eux, Élise avait disparu. Étienne avait parlé d'un départ volontaire, mais Marie n'y avait jamais cru. Elle avait tenté de poser des questions, puis elle avait été congédiée sans explication. Claire sentit ses mains se crisper autour de la tasse. Tout se confirmait. Louis avait été arraché à sa mère, puis enfermé dans un monde où la vérité n'avait plus de place. Elle remercia Marie, lui demanda si elle accepterait de témoigner. La femme hésita puis hocha la tête. Elle en avait assez de se taire. Claire savait que le combat ne faisait que commencer, mais elle avait enfin les armes pour affronter Étienne de la Croix. Et cette fois, elle irait jusqu'au bout. Pour Louis, pour Élise, pour elle-même. Le retour à la maison de la Croix après sa rencontre avec Marie Salva fut l'un des moments les plus éprouvants de la vie de Claire. Dans le taxi qui la ramenait, elle gardait la tête tournée vers la vitre, observant les rues de Paris défiler sans vraiment les voir. Les mots de Marie résonnaient dans son esprit avec une clarté douloureuse. Élise n'avait pas fui, elle n'avait pas abandonné Louis. Elle avait été effacée. Sa présence, son existence volontairement supprimée par l'homme qui se présentait aujourd'hui comme le seul garant du bien-être de l'enfant. Étienne de la Croix, figure publique irréprochable, avait construit son empire personnel sur une absence sciemment orchestrée, réduisant la mère de son fils à un vide administratif. En passant la grille automatique, Claire sentit que le peu de confiance qu'elle avait eu en Étienne s'était définitivement consumé. Elle n'était plus dans une posture d'attente, ni même de recherche. Elle connaissait maintenant la vérité. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais ce que cela impliquait n'était pas un simple acte de courage. C'était une déclaration de guerre contre un homme puissant, entouré d'avocats, de conseillers, et capable d'écraser des vies d'un simple geste. Elle avait vu ce qu'il avait fait à Marie, ce qu'il avait fait à Élise, et elle savait que si elle allait jusqu'au bout, il chercherait à la réduire au silence. Elle devait donc agir avec méthode, précision et une forme d'audace qu'elle n'avait jamais mobilisée auparavant. Dès son arrivée, elle alla retrouver Louis qui jouait dans un coin du salon visiblement fatigué. Il se leva et courut vers elle, s'accrocha à ses jambes comme un enfant cherchant son refuge. Claire s'agenouilla, le serra fort contre elle, puis lui murmura à l'oreille qu'elle resterait avec lui, qu'il n'avait rien à craindre. Il lui demanda si elle allait encore partir comme ce matin, les yeux embués. Elle lui jura que non, plus jamais sans lui. Il sourit, un sourire timide, puis retourna à son jeu. Le lendemain matin, Claire rédigea une lettre. Elle y relata les faits avec rigueur, la disparition d'Élise, les circonstances suspectes autour de sa relation avec Étienne, les témoignages médicaux, les preuves photographiques, la confirmation de Marie. Elle y expliqua aussi son lien de parenté, le fait qu'elle était la tante de Louis, et la manière dont elle avait découvert cette vérité en étant confrontée aux incohérences du comportement d'Étienne. Elle n'émit pas de jugement, seulement des faits. Elle envoya une copie à un avocat qu'elle avait rencontré à l'époque où elle enseignait encore, un homme intègre et discret. Elle en transmit une autre à une journaliste spécialisée en affaires sociales, dont elle avait retrouvé le contact par l'intermédiaire de Marie. Une semaine plus tard, l'affaire fit les gros titres, pas sous la forme d'un scandale éclatant, mais d'une enquête minutieuse, documentée, soutenue par des témoignages et des documents irréfutables. Étienne de la Croix tenta immédiatement de réagir. Il organisa une conférence de presse dans laquelle il se présenta comme une victime de diffamation, un père isolé ayant élevé seul son enfant dans des circonstances douloureuses. Mais l'opinion publique, loin d'être dupe, s'enflamma. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire. Les journaux ressortirent de vieilles interviews d'Étienne où il éludait soigneusement toute question personnelle. Des collaborateurs anonymes commencèrent à parler. Le vernis s'effritait. Claire, quant à elle, ne chercha pas la lumière. Elle resta auprès de Louis, l'éloigna des écrans, des bruits, des réactions violentes. Elle lui expliqua avec des mots simples ce qui se passait, que des personnes voulèrent comprendre pourquoi sa maman n'était plus là, qu'on allait peut-être poser des questions, mais que tout allait bien se passer. Il l'écouta en silence, puis lui demanda « Ma maman, elle me cherchait ?» Claire répondit sans hésiter « Oui, elle ne t'a jamais quitté volontairement. » Les jours suivants furent consacrés à une longue procédure juridique.
Claire engagea officiellement une demande de garde provisoire, fondée sur le lien biologique désormais prouvé, mais aussi sur le bien-être psychologique de l'enfant. Louis fut entendu dans un cadre sécurisé par une juge spécialisée en affaires familiales. Le témoignage de Marie Salvat pesa lourd dans la balance. Les documents médicaux, les photos, les anomalies dans les rapports de naissance, tout appuyait la thèse d'une manipulation. Étienne, acculé, tenta un ultime recours, une proposition d'arrangement financier. Il envoya un de ses avocats offrir à Claire une somme considérable pour mettre fin à la procédure. Elle refusa immédiatement sans même consulter le montant. Elle déclara dans une lettre manuscrite remise à la cour qu'aucune somme ne pourrait effacer ce qui avait été fait à sa sœur, ni réparer les blessures imposées à Louis. Elle ne cherchait ni vengeance ni fortune, seulement que justice soit faite. Elle voulait que l'enfant puisse grandir dans un environnement où il ne serait pas manipulé, où il connaîtrait son histoire, où il pourrait dormir sans craindre qu'on efface les personnes qu'il aime. La juge statua finalement en faveur de Claire, lui accordant une garde provisoire dans l'attente du jugement définitif. Étienne conserva un droit de visite encadré, mais la magistrate souligna la nécessité de stabiliser psychologiquement Louis. Le choc de cette décision fut lourd dans les médias, mais Claire refusa toute interview. Elle voulait protéger le petit. Elle déménagea dans un petit appartement à Paris, dans un quartier modeste mais chaleureux, proche d'une école primaire et d'un centre communautaire. Elle reprit contact avec d'anciens collègues, retrouva des documents professionnels et entama les démarches pour redevenir enseignante, au moins à temps partiel. Le poids de la vérité, même reconnu par la justice, restait difficile à porter. Claire savait que Louis, malgré sa résilience, porterait toujours une trace de ce passé obscur. Mais elle avait désormais un objectif clair, lui offrir une vie simple, honnête, entourée de personnes sincères. Elle était déterminée à reconstruire autour de lui une base solide, où les liens familiaux ne seraient plus tissés de mensonges, mais de confiance et de respect. Elle savait aussi qu'Étienne, bien que publiquement discrédité, ne renoncerait pas si facilement. Mais elle n'avait plus peur, elle n'était plus seule, et elle avait déjà survécu à bien pire. Ce qu'elle avait aujourd'hui, aucun argent ne pouvait l'acheter. Un lien pur, reconstruit, et une vérité que rien ne pourrait plus lui enlever. Le bruit lent de l'eau contre les quais se mêlait au murmure constant de la ville. Paris, dans son rythme d'automne, semblait moins oppressante qu'autrefois aux yeux de Claire. La décision de justice, bien qu'encore provisoire, avait changé quelque chose de profond. Non seulement elle avait permis à Louis de sortir de l'ombre d'Étienne Delacroix, mais elle avait également offert à Claire une nouvelle place dans le monde. Pour la première fois depuis son effondrement, elle n'était plus une silhouette anonyme dans les rues, mais une figure reconnue, respectée par quelques voisins entourés d'un petit cercle de soutien. Son nom avait retrouvé une valeur. Et plus encore, elle avait retrouvé une mission, une responsabilité, une raison de se lever chaque matin. L'appartement dans lequel elle s'était installée avec Louis était modeste, situé dans le 14e arrondissement, non loin du parc Montsouris. Un immeuble ancien, à l'escalier grinçant, mais habité par des familles chaleureuses, des retraités bavards et des enfants qui jouaient dans la cour. Claire avait choisi cet endroit pour sa proximité avec l'école primaire du quartier, mais aussi parce qu'il lui rappelait les logements simples de son enfance, ceux où l'on entendait les voisins marcher au-dessus, où les odeurs de cuisine se mélangeaient dans les escaliers, où la vie se ressentait à chaque étage. Louis, depuis leur installation, dormait mieux. Il avait encore des réveils agités parfois, mais il ne pleurait plus dans son sommeil. Il se levait chaque matin avec plus d'entrain, s'habillait seul, rangeait ses affaires scolaires avec application. Claire l'accompagnait à l'école à pied, main dans la main, profitant du trajet pour discuter de tout et de rien. Ils avaient leur petit rituel. Une boulangerie où ils achetaient un croissant une fois par semaine, un banc au parc où ils s'arrêtaient souvent après les cours, un libraire qui laissait Louis feuilleter les albums jeunesse en attendant Claire. Le ministère de l'Éducation avait accepté la demande de Claire pour réintégrer le corps enseignant, à condition qu'elle commence par des remplacements dans des établissements publics. Elle avait accepté sans hésiter. Enseigner à nouveau, même de façon temporaire, lui redonnait un souffle qu'elle croyait perdu. Elle redécouvrait la dynamique d'une salle de classe, la joie de transmettre, la force des mots bien choisis. Ses premiers jours furent marqués par l'émotion. Certains élèves, intrigués par sa manière de raconter, l'écoutaient avec un silence inhabituel.
D'autres lui posèrent des questions inattendues. Elle prenait le temps d'y répondre. Ce lien avec les enfants, elle l'avait toujours eu. Mais aujourd'hui, il avait un sens plus profond encore. Les semaines passèrent avec une certaine régularité. Claire gérait les rendez-vous avec l'assistante sociale chargée de suivre Louis, répondait aux demandes du juge concernant le dossier de garde et maintenait un contact discret mais constant avec l'avocat qui l'avait soutenu. Étienne, de son côté, ne tentait plus de communiquer directement avec elle. Il avait assigné un autre avocat chargé d'examiner la décision du tribunal. Mais les procédures étaient longues et les preuves réunies par Claire solides. Il semblait désormais plus préoccupé par les conséquences économiques de son exposition médiatique que par le sort de son fils. Un soir de novembre, alors que les feuilles jaunes tapissèrent les trottoirs et que les lampadaires diffusaient une lumière dorée sur la Seine, Claire et Louis se rendirent au bord du fleuve après l'école. C'était une habitude nouvelle, née presque par hasard, mais qui avait rapidement pris une importance particulière. Ils s'asseyaient toujours au même endroit, sur un petit muret près du pont de Bir Hakeim. De là, on voyait les bateaux passer lentement, les reflets des immeubles danser sur l'eau, et les passants s'arrêter parfois pour respirer. Louis sortit de son sac un livre qu'ils lisaient ensemble depuis quelques jours, une histoire simple mais touchante d'un petit garçon qui découvre un trésor caché dans le jardin de sa grand-mère. Claire ouvrit le livre à la page marquée, lut les lignes à voix basse. Louis suivait du doigt, concentré. À la fin du chapitre, il leva les yeux vers elle et dit « Tu crois que maman aurait aimé cette histoire ?» Claire sentit une brèche s'ouvrir dans sa poitrine. Elle répondit doucement, sans détour. « Je suis certaine qu'elle l'aurait adoré. Elle aimait les histoires qui parlent de choses précieuses cachées, comme les souvenirs ou les gens qu'on aime. » Il hocha la tête, sérieux. Puis il reprit le livre, le serra contre lui et regarda la rivière. Le silence entre eux ne dura que quelques secondes, mais il était lourd de sens. Louis savait, il comprenait, avec les moyens de son âge, que sa mère n'avait pas simplement disparu, qu'il y avait eu une injustice, et que cette injustice n'était pas complètement réparée. Claire savait qu'il poserait plus de questions un jour, et elle y répondrait, toujours avec vérité. C'était sa promesse. Le lendemain matin, Claire reçut un appel du tribunal. La juge souhaitait programmer une nouvelle audience dans les semaines à venir, pour réévaluer la garde de Louis. Le ton de l'appel était calme, presque cordial, mais Claire comprit que rien n'était encore gagné. Elle savait qu'Étienne préparait sans doute une contre-offensive. Il disposait encore de ressources, d'influence, de moyens de pression. Mais elle ne se laisserait pas intimider. Ce soir-là, elle écrivit une lettre à Louis. Pas pour lui donner immédiatement, mais pour qu'il la lise un jour lorsqu'il serait prêt. Elle y raconta son arrivée dans la rue, sa solitude, puis le jour où elle l'avait trouvé derrière le kiosque, pleurant, avec son écharpe bleue. Elle décrivit ce qu'elle avait ressenti à ce moment précis, sans savoir qui il était, mais sentant déjà que ce lien n'était pas ordinaire. Elle lui parla d'Élise, de leur enfance, de leur rire, de leur séparation. Elle lui parla de l'amour qu'elle n'avait jamais cessé de porter à sa sœur, même en son absence. Et elle conclut en lui disant que, quoi qu'il arrive, elle resterait toujours là. Pas seulement parce qu'elle était sa tante, mais parce qu'elle était désormais, et pour toujours, sa famille. Cette lettre, elle la glissa dans un carnet qu'elle gardait dans le tiroir de sa table de nuit. Un carnet où elle écrivait depuis quelques semaines des pensées, des fragments de souvenirs, des anecdotes pour Louis. Elle voulait qu'un jour, il ait un fil pour remonter son histoire, un récit vrai, humain, sans grandeur, mais enraciné dans l'amour et la résistance. Paris, la Seine, l'école, les livres, tout cela constituait désormais le décor d'un nouveau départ. Et pour Claire, cette vie simple, pourtant si durement acquise, valait plus que tous les conforts artificiels que la maison de la Croix avait pu offrir. Parce qu'ici, chaque geste comptait, chaque regard avait un sens, et chaque mot retrouvé, chaque vérité dite, chaque silence brisé, écrivait une page de plus dans l'histoire qu'elle et Louis construisaient ensemble. La nouvelle audience prévue par le tribunal se tenait désormais à moins de 2 semaines. Claire le savait depuis plusieurs jours, mais n'avait rien dit à Louis. Elle voulait lui épargner l'angoisse d'un compte à rebours, l'insécurité d'un avenir incertain. Elle-même ressentait ce retour en cours comme une épreuve cruciale. Elle savait que tout ce qu'elle avait construit depuis des mois pouvait être menacé. L'enjeu n'était plus simplement juridique ou symbolique.
Il était vital. La justice devait reconnaître que la place de Louis n'était plus dans l'ombre de la maison de la Croix, mais dans la lumière d'un quotidien sincère, même modeste, auprès de la seule personne qui, aujourd'hui, défendait son droit à la vérité. Depuis la révélation publique de l'affaire, Étienne Delacroix avait évité les projecteurs. Les journalistes, pourtant insatiables, n'avaient obtenu de lui qu'un communiqué froid, impersonnel, dans lequel il niait toute manipulation intentionnelle. Il parlait de malentendus, de complications familiales, de volonté de protéger l'intimité de son fils. Mais dans les coulisses, Claire savait que ses avocats préparaient une stratégie redoutable. Ils misaient sur la stabilité financière, la scolarité future de l'enfant, l'environnement sécurisé qu'ils pouvaient garantir. Ils tentèrent de décrédibiliser Claire sur tous les aspects. Son passé de sans-abri, son absence de ressources durables, ses années d'errance seraient retournées contre elle. Son humanité deviendrait une faiblesse aux yeux du droit. Claire se prépara sans relâche. Elle passa ses soirées à revoir les documents, à consulter son avocat, à relire les témoignages de Marie Salva. Cette dernière, bien que sous pression, maintenait son engagement. Elle avait reçu des appels anonymes, des lettres menaçantes, mais tenait bon. Elle avait vécu trop longtemps avec le poids de son silence. Claire ne la remerciait jamais trop. Elle savait ce que cela coûtait à Marie de se dresser face à Étienne. Elle savait que toute cette affaire n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle d'autres femmes réduites au silence par la peur, la dépendance ou l'effacement. À mesure que le jour de l'audience approchait, Claire intensifia aussi le dialogue avec Louis. Sans jamais aborder directement la procédure, elle l'encourageait à exprimer ce qu'il ressentait, à parler de ses souvenirs, même vagues, de sa mère, de la maison où il vivait avant, des gens qu'il y avait croisés. Louis, parfois, parlait de pièces fermées à clé, de couloirs qu'on lui interdisait d'emprunter, de voix qu'il n'avait pas le droit de nommer. Claire notait tout mentalement. Elle ne poussait pas, ne forçait rien. Elle savait que les mots d'un enfant avaient une force qui dépassait les preuves matérielles. Ils étaient de l'expression brute d'une expérience vécue, inattaquable dans sa sincérité. Le matin de l'audience, Claire se leva tôt. Elle avait passé la nuit à relire la lettre écrite à Louis, cachée dans son carnet, relut aussi les premiers mots qu'il lui avait dits ce jour-là derrière le kiosque. Ces souvenirs, elle les gardait comme des ancrages, des balises qui lui rappelaient pourquoi elle s'était lancée dans ce combat. Elle habilla Louis avec soin, lui prépara son petit déjeuner préféré, lui parla de la journée comme d'un simple rendez-vous important. Il comprenait sans poser trop de questions. Il savait qu'elle faisait ce qu'il fallait pour qu'ils restent ensemble. Au tribunal, l'atmosphère était tendue. La salle n'était pas pleine, mais chaque siège occupé semblait chargé d'attention. L'équipe juridique d'Étienne était présente, impeccable, composée de 3 avocats et d'un expert en psychologie infantile. Claire, de son côté, n'était accompagnée que de son avocat et de Marie Salva, discrète mais droite, prête à témoigner. La juge, la même que lors de l'audience précédente, ouvrit la séance avec calme. Elle donna d'abord la parole aux avocats de Delacroix. Ils déployèrent leur argumentaire avec rigueur. L'environnement instable de Claire, sa précarité financière, son passé de sans domicile fixe, son absence de liens familiaux solides. Ils ne contestèrent pas sa bonne volonté, mais insinuèrent qu'elle n'était pas en mesure d'assurer durablement la sécurité affective et matérielle de Louis. Claire écoutait sans broncher. Elle s'y attendait. Elle savait que chaque mot prononcé était une tentative de réduire sa vie à des statistiques, des risques, des manques. Mais lorsque vint le moment de sa prise de parole, elle se leva, droite, regarda la juge dans les yeux et parla sans note. Elle raconta son histoire, non pas pour émouvoir, mais pour établir une vérité. Elle parla de sa vie d'avant, de sa chute, de son passage dans la rue, puis de la rencontre avec Louis. Elle expliqua comment, sans le savoir, elle avait retrouvé son neveu, comment elle avait découvert l'identité de sa sœur, comment elle avait réuni les pièces d'un puzzle que tout le monde avait tenté de cacher. Elle présenta Marie, qui confirma point par point les éléments révélés, les menaces, les manipulations, la disparition d'Élise. Elle parla de l'emprise d'Étienne, de ses stratégies de contrôle, de son pouvoir utilisé pour faire taire les témoins. Elle évoqua également les progrès de Louis depuis leur nouvelle vie, les observations des psychologues indépendants, les rapports scolaires. Elle montra que la stabilité ne se mesurait pas à la surface du parquet ou au montant d'un compte en banque, mais à l'intensité des liens construits jour après jour,
Enfin, la juge demanda à entendre l'enfant. Dans une salle séparée, accompagnée d'une pédopsychiatre, elle posa des questions simples à Louis. Il répondit avec ces mots. Il dit qu'il voulait rester avec Claire, qu'il se sentait en sécurité avec elle, qu'elle ne criait pas, qu'elle ne mentait pas. Il raconta qu'il n'aimait pas la maison d'avant, qu'il y avait trop de portes fermées et qu'il ne pouvait jamais dessiner ce qu'il voulait. Il dit qu'ici, il pouvait dormir sans lumière parce qu'il n'avait plus peur. À la fin de la journée, la juge annonça qu'une décision serait rendue sous 8 jours. Claire sortit du tribunal vidée, mais droite. Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Louis, fatigué mais apaisé, lui serra la main plus fort que d'habitude. Dans le métro, ils ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de regarder les stations défiler, comme les chapitres d'un livre qu'on n'a pas encore terminé. Le soir venu, elle rangea tous les documents dans une boîte qu'elle plaça en haut de son armoire. Quelle que soit l'issue, elle savait que la vérité avait été dite, et parfois, cela suffisait à tenir debout. Pour le reste, elle attendrait. Mais elle ne reculerait pas. Plus jamais. Il avait plu toute la matinée. Le ciel restait bas, gris, suspendu au-dessus de Paris comme une toile uniforme. Claire, debout près de la fenêtre de la cuisine, observait les gouttes ruisseler sur la vitre. Le courrier n'était pas encore arrivé, mais elle savait que c'était aujourd'hui que la décision finale serait notifiée. 1 semaine s'était écoulée depuis l'audience. 7 jours au cours desquels elle avait tenté de ne rien changer dans la routine de Louis. L'emmener à l'école, le chercher à la sortie, jouer avec lui le soir, lire des histoires à voix basse avant le coucher, comme si l'enjeu ne pesait pas dans l'air, comme si le futur n'était pas suspendu à une enveloppe officielle. Vers 11 heures du matin, on frappa à la porte. Claire ouvrit. Le facteur, discret, tendit une enveloppe blanche épaisse, sans commentaire. Elle la prit, referma la porte et resta là, immobile, l'objet dans la main. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir tout de suite. Elle savait, au fond d'elle. Mais elle s'assit malgré tout, déroula le rabat avec lenteur, sortit les pages une à une, lut chaque mot. La décision était claire. La garde légale de Louis était confiée à Claire Dubois, de manière définitive, avec un droit de visite mensuel encadré pour Étienne Delacroix. La juge avait reconnu le lien biologique, la stabilité émotionnelle, la sincérité du cadre offert à l'enfant et le caractère préoccupant de la gestion antérieure de la filiation maternelle. Claire déposa les feuilles sur la table, respira profondément, ferma les yeux. C'était fini. Le combat était terminé. Pas dans le sens où tout allait désormais être simple, mais dans le sens où elle n'avait plus à se battre pour exister dans la vie de Louis. Elle en faisait partie. Officiellement, pleinement. Elle pouvait l'élever sans crainte d'un retour en arrière, sans devoir se justifier à chaque instant. Ce soulagement ne venait pas avec des cris de victoire. Il s'exprimait dans le silence, dans la retenue, dans la légèreté soudaine de ses épaules. Lorsque Louis rentra de l'école en fin d'après-midi, elle ne lui montra pas immédiatement le document. Elle attendit qu'il se change, qu'il goûte, qu'il lui raconte une anecdote de la récréation. Puis elle s'assit à côté de lui sur le canapé, sortit l'enveloppe et dit simplement « On a reçu la réponse du tribunal ». Il la regarda, inquiet d'abord. Elle lui sourit, tendit le papier. Il lut quelques lignes, puis demanda « Ça veut dire qu'on peut rester ensemble pour toujours ?» Claire acquiesça. Il se jeta dans ses bras en silence. Les jours suivants, la vie reprit son rythme, mais avec une nuance nouvelle. Claire ressentait une forme de calme qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle recommença à planifier l'avenir. Elle s'inscrivit à une formation pour actualiser ses compétences pédagogiques, envisagea d'enseigner à temps plein l'année suivante. Elle participa à une réunion de parents d'élèves, fut invitée à un café par une autre mère. Des choses simples, mais profondément transformées par la perspective d'une stabilité retrouvée. Louis, de son côté, semblait plus confiant. Il s'exprimait avec plus d'assurance à l'école, participait davantage, riait plus souvent. Il développa une passion pour le dessin, remplissant des cahiers entiers de scènes urbaines, de visages familiers, de petits détails qu'il observait dans la rue ou dans les livres. Claire l'encouragea, acheta un carnet spécial, le félicita sans exagération. Elle voyait son monde intérieur se développer, s'ouvrir. Elle savait que même si les blessures du passé ne disparaîtraient jamais complètement, elles pouvaient se refermer avec le temps, si on leur laissait l'espace de guérir. Un dimanche matin, ils décidèrent de retourner à la gare de Lyon. Pas pour y rester, mais pour revoir l'endroit où tout avait commencé. Claire avait préparé un petit sac avec des sandwichs, une couverture, quelques livres.
Ils prirent le métro, descendirent, marchèrent jusqu'au vieux kiosque près duquel Claire l'avait trouvé. L'endroit avait changé. Le mobilier urbain avait été remplacé, le mur repeint, mais elle reconnut l'endroit immédiatement. Louise aussi. Il resta un moment silencieux, puis dit « C'était ici, non ?» Elle acquiesça. Ils s'assirent sur le banc en face. Claire sortit un livre de son sac, l'ouvrit, commença à lire. Louis s'allongea contre elle, la tête sur ses genoux. Les gens passaient autour d'eux, comme toujours. Certains les regardaient, d'autres non. Mais cette fois, Claire ne se sentait plus invisible. Elle existait pleinement. Elle n'était plus une ombre sur le trottoir, ni un nom oublié dans un dossier administratif. Elle était Claire Dubois, enseignante, tutrice légale, femme debout. Elle avait perdu beaucoup, traversé le pire, dormi dehors, pleuré dans le froid, été humiliée, ignorée, rejetée. Mais elle s'était relevée, et elle avait sauvé un enfant. Non pas par héroïsme, mais par instinct, par humanité, par amour. Louis, les yeux mi-clos, demanda « On peut revenir ici parfois, juste pour se souvenir ?» Elle répondit que oui, que c'était leur point de départ, et qu'il fallait se souvenir. Pas pour rester attaché à la douleur, mais pour ne jamais oublier ce que l'on avait construit, d'où l'on venait, et ce que l'on avait choisi de devenir. En rentrant chez eux ce soir-là, ils passèrent à côté de la Seine. Claire s'arrêta, regarda le fleuve. Elle sentit le poids des mois écoulés, les nuits sans sommeil, les menaces, les espoirs ténus, les petites victoires. Elle pensa à Élise. Elle murmura son nom. Elle ne savait pas où elle était, ni ce qui lui était arrivé exactement. Mais elle lui promit intérieurement que Louis serait protégé, aimé, guidé, qu'il aurait une chance de vivre libre. Elle se sentait chez elle, enfin, pas dans un lieu, mais dans ce rôle, dans ce lien, dans cette vérité. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau. Paris respirait à nouveau autour d'elle. Claire sourit. Elle prit la main de Louis. Ils avancèrent ensemble, dans la nuit fraîche, vers un lendemain sans peur.